Sur cette chaîne, je te parle beaucoup de mon PEA, mais en fait, je me suis aperçu que je te parlais jamais de mon compte titre ordinaire. Et il y a une bonne raison à tout ça. Honnêtement, parce que sur mon PEA, j'ai plus de 58 000 € investis, avec plus de 30% de plus-value latente. Et sur mon compte titre sur DeGiro, c'est à peu près 20 000 € investis, mais une histoire de portefeuille beaucoup plus compliquée. Et il y a quelques semaines, j'étais en train de mettre à jour là mon fichier de suivi, mon tableau de bord, là où j'ai la vision 360 de l'ensemble de mes valeurs de portefeuille, que ce soit en bourse, en crypto, et que je suis un peu l'allocation de mes actifs, ma stratégie, où est-ce que j'en suis de ma planification d'investissement programmé tous les mois, etc. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu peux récupérer la copie de ce portefeuille dans le premier lien en description. Je faisais tout ça et pour le faire, eh bien, il fallait que je télécharge l'ensemble de mes transactions que j'avais encore sur mon compte titre ordinaire chez DeGiro depuis 2019, donc depuis l'ouverture de ce compte jusqu'à aujourd'hui. J'ai tout foutu dans un Excel, au final ça représente 249 lignes. Oui, d'achat et de vente. C'est 6 ans de transactions au total. Et j'ai regardé à peu près le seul chiffre qui m'intéresse, c'est l'argent réellement gagné ou perdu une fois les positions vendues. Pas les plus-values latentes, pas les dividendes, le résultat réel. Et le constat, il est sans appel. Mes bonnes décisions ont existé puisque de toute façon ce compte il est en plus-value latente pour l'instant, ce qui est très très bien. Mais elles ont failli quasiment être effacées par des erreurs évitable, grosse et colossale. Et comme je sais que vous adorez quand je parle de mes erreurs et que je pense que c'est le meilleur moyen d'apprendre parce que si je vous parle de mes réussites, oh oui, regardez ce que j'ai réussi à faire, etc. Et ce que vous apprenez, ou peut-être que vous avez fait exactement les mêmes erreurs que moi et que vous vous retrouvez là-dedans, eh bien, je veux vous épargner des années et de l'argent, du pognon, en économisant tout ça pour ne pas faire ces mêmes erreurs. Parce que je les ai faites, ça m'a coûté très très cher en plus-value, en temps, en argent, etc. Et je ne veux pas que vous les fassiez. Donc in fine, oui, je continue à investir. Heureusement que je ne me suis pas cramé à ça. Heureusement que j'ai réussi à, on va dire, à survivre parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se prennent des torchés et qui ne réinvestissent jamais. Et ça, pour moi, c'est un gros problème. Donc si je peux vous épargner avec cette vidéo le fait de ne pas vous dégoûter, de ne pas faire de conneries qui vont être fatales, eh bien, ça sera ma petite contribution là-dedans. Et je serai très content. D'ailleurs, si tu me rejoins pour la première fois, moi c'est Baptiste. Sur cette chaîne, depuis déjà de longues années, je parle de finances personnelles, de bourse, d'investissement. J'ai également investi dans de l'immobilier locatif. J'ai acheté 4 appartements, j'en ai vendu un. Et en ce qui concerne la bourse, eh bien, j'ai un portefeuille patrimoine financier de plus de 140 ou 150 000 € au moment où je te fais cette vidéo. J'ai fait plein d'erreurs, plein de conneries, à la fois sur mon PEA, comme je t'en parlais ici, sur les ETF, etc. Et donc là, aujourd'hui, je te fais une spéciale masterclass, mais si pires erreurs que j'ai pu faire sur mon compte titre ordinaire. J'en ai fait plein, je les ai regroupés, et puis, eh bien voilà. On commence tout de suite avec la première erreur. La première erreur, c'est, bien évidemment, je suis tombé dedans sur mon PEA, et bien je suis également tombé dedans sur mon compte titre ordinaire, c'est le piège des dividendes, et notamment le piège du rendement, de yield trap. Parce que sur le papier, un rendement élevé, bah, c'est intéressant. Si tu me proposes du 6-10% de rendement, ça m'intéresse. Cause 10 mois en plus. Mais attention, il y a des contreparties, il y a des risques. Et tout ça, il faut bien le prendre en compte. Et ce que j'avais oublié de prendre en compte, c'est que le rendement du dividende augmente à mesure que l'action, le cours de l'action diminue. Et oui, c'est mécanique. Donc un rendement à 8, 10, 12%, c'est pas forcément une très très bonne idée en soi. Il faut remettre ça dans un contexte beaucoup plus général. L'exemple parfait que j'ai fait, cette boulette illustrée, c'est Walgreens Booth Alliance. J'achète cette entreprise du secteur de pharmaceutique pour la première fois en 2019 à 54 $. Elle commence à baisser, elle baisse et moi qu'est-ce que je fais? Je récupère le couteau en plein vol et je continue à me tailler les mains, ça fait très très mal, mais je réinvestis encore en 2021 aux alentours de 45 $. Il y avait des bons dividendes. 4-5%, 6% puisque le cours commençait à baisser. Et puis l'histoire que je me racontais, en tout cas ma thèse, c'est que c'est une entreprise ancienne, elle faisait partie des dividendes aristocrates ou des dividendes king, des dividendes champion, etc. Elle avait également versé des dividendes depuis des décennies et elle était considérée comme dans le secteur défensif. Qu'est-ce qui peut lui arriver à une boîte comme ça, une boîte centenaire? Eh bien beaucoup de choses. Parce qu'elle s'est faite bouffer et aujourd'hui tu ne peux plus l'acheter parce qu'elle a été rachetée par un fonds de private equity. Déjà, ce que j'avais pas pris en compte, c'est la fragilisation du secteur médical, pharmaceutique, etc. aux États-Unis. Quand j'avais été aux États-Unis, j'avais vu qu'il y avait des CVS et des Walgreens partout. En faisant mon analyse, en regardant les fondamentaux, c'est pas trop dégueu. Bon, pourquoi pas acheter?
Bah, c'est ce que j'ai fait. On avait une augmentation de la dette de l'entreprise qui était plutôt colossale, sachant que les taux d'intérêt ont augmenté. Et tout ça, ça a conduit, ou ça a participé à l'érosion des marges. In fine, je conserve Walgreens pendant des années. Ça continue de baisser, je rattrape le couteau en rajoutant une petite couche, en espérant que la baisse s'inverse et qu'on reprenne un petit peu de sa superbe. Finalement, je vends en 2024 ou en 2023 pour 9,78 $. Et donc, je me bouffe une jolie moins-value. Et le point clé que je veux que tu retiennes, c'est celui-ci, c'est que les dividendes encaissés n'ont absolument pas compensé la perte en capital suite à la vente de cette action. Autre exemple en date, dont cette action je la possède encore en partie aujourd'hui, Medical Property Trust, une foncière américaine dans le secteur de tout ce qui est hôpital, médical, etc. J'ai fait encore la même erreur, mais encore plus violente. J'étais passionné et attiré par le secteur immobilier, et surtout cette entreprise a proposé un rendement de 8, 10, 11% parfois. Sauf qu'il y a eu l'augmentation des taux d'intérêt, et en plus, il s'est passé que cette entreprise dépendait à quasiment 50% d'un locataire. Si ce locataire va bien, tout va bien. Si ce locataire ne va pas bien, et c'était le cas, c'est ce qui s'est passé, tout va plutôt très très mal parce que le locataire ne peut pas payer. S'il ne peut pas payer, l'entreprise qui loue les biens à ce locataire se retrouve dans la penade. Et c'est exactement la situation qui s'est passée. Donc j'ai acheté cette entreprise aux alentours de 21 $. J'ai rajouté encore une couche aux alentours de 10-12 $. Et in fine, j'ai vendu quasiment 75% de ces actions que j'avais aux alentours de 5 $ et quelques. Ça nous fait une perte de capital de 75% environ, hein. C'est plutôt pas mal. Et j'ai encore une petite poche là de moins-value latente à moins 40 et quelques %. Ça va partir ça avant la fin de l'année. La leçon pour toi elle est claire. Rendement élevé du dividende peut être synonyme de danger. Ça peut être souvent d'ailleurs notamment un signal d'alarme. Bien évidemment, parfois ce n'est pas le cas. Il faut faire son analyse individuelle bien posée, si c'est ce qui t'intéresse. C'est pour ça maintenant que moi j'ai mon approche sur les ETF passifs. Et que je peux suivre ça tous les mois avec mon fichier de suivi. Je rentre mes achats, hop, 5 minutes top chrono, ça me prend même pas 2 minutes. Une fois que j'ai passé mon ordre, je mets ça à jour. Est-ce que je suis en phase avec mon objectif d'investir plus de 1000 € par mois? Oui, c'est tout bon. Ok, on est parfait. On verra ça le mois prochain pour ce que je pourrais acheter. D'ailleurs, si ça t'intéresse, comme je te le disais, le lien il est dans la description. L'erreur numéro 2, c'est la psychologie et le timing. Et quand je parle de psychologie, c'est plus précisément ce qu'on appelle en finance comportementale l'effet de disposition. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, c'est une tendance très humaine. À vendre trop vite les positions gagnantes et à garder trop longtemps les positions pas bonnes en moins-value. Par exemple, c'est ce que j'ai pu faire avec Procter & Gamble et Johnson & Johnson. À un moment, j'ai décidé de m'en séparer. J'ai pris une petite plus-value latente avec également les dividendes du fait que j'ai gardé ces actions peut-être 1 ou 2 ans. Donc je me suis dit, c'est bien, j'ai sécurisé mon truc. Vu que je change de stratégie, c'est très bien. Mais par exemple, ces deux entreprises, après, le cours a continué d'augmenter. Alors heureusement, aujourd'hui en 2025, je vois que ça se passe pas forcément très bien et que ça commence à baisser un petit peu. Et à l'inverse, pour t'expliquer l'effet de disposition, tu le vois, Walgreens, Medical Property Trust, etc., je les garde trop longtemps. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que je me suis dit que si je vendais ces actions, c'était comme si j'admettais mes erreurs. J'ai pas envie d'admettre que j'ai fait une erreur. Donc je garde. C'est con. L'ego rentre en jeu. Et quand l'ego rentre en jeu, souvent c'est pas bon en bourse. Et le cas le plus frustrant, pour moi, c'est Palantir. J'achète Palantir aux alentours de 15 $ en 2021-2022. C'est top. Palantir, maintenant on est à 180 $, 183 $ l'action. Oui, c'est top, seulement je l'ai vendu. Quand je joue en 2023, j'appuie sur le bouton vendre, quasiment à l'équilibre. Un an plus tard, Palantir dépasse les 60 $. Aujourd'hui, 2025, 183 $ et 57 centimes. Leçon très importante. Pour moi et pour vous. Avoir une bonne idée, ça suffit pas. Il faut aussi du temps, une tolérance à la volatilité, au fait que ça va pas venir exploser du jour au lendemain, et une conviction alignée avec ton tempérament. Mais in fine, je suis quand même content d'être sorti de Palantir. Bon, ok, j'aurais adoré prendre la plus-value, hein. On va pas se le cacher. Les 600% là, je les veux bien. Mais j'aurais jamais dû investir dans cette boîte dans le premier temps parce que je comprends pas ce qu'ils font. Truc de surveillance, machin, etc. Analyse de données, IA, traitement d'informations. Je suis pas sûr de bien comprendre leur business model. In fine aussi, ça pourrait être une autre erreur, c'est d'investir dans des choses que tu ne comprends pas. Mais ça, j'en ai déjà parlé. Et ça, je l'ai fait de nombreuses fois aussi. La troisième erreur, et celle-ci a fait un peu mal à admettre, j'aurais préféré ne pas la dire d'ailleurs, c'est le fait de croire du storytelling à des analyses que j'ai pu voir sur YouTube en 2020-2021. D'autres YouTubeurs, majoritairement américains, qui faisaient des analyses plutôt poussées, plutôt intéressantes de certaines actions. Et moi, je me suis dit, oui, ça a l'air de bien fonctionner pour eux, donc je vais faire de même. J'étais jeune,
J'étais jeune et con. Le fait de simplement le dire me dit, mais franchement, c'est pas finaux, hein, pas finaux du tout. Donc je le dis pour que ça vous évite de le faire. Parce que c'est comme si j'avais acheté des histoires plutôt que des vraies entreprises. Et surtout, j'ai écouté trop d'avis extérieurs, et des avis extérieurs qui renforçaient un petit peu le sentiment que j'avais déjà sur ces entreprises. Au lieu d'écouter, par exemple, pourquoi ça va échouer, pourquoi cette boîte ne va pas fonctionner, j'écoute seulement les avis qui m'intéressent. Et donc ça, c'est un biais également à part entière. Entre 2020 et 2021, c'était un peu l'effervescence, le moment du Covid, un peu l'argent gratuit, les chèques, machin aux États-Unis. Les taux étaient faibles, tout était en train de monter. Et sur YouTube, c'était un peu le chaos, hein, ou plutôt l'euphorie. J'ai regardé de nombreuses vidéos, des youtubeurs majoritairement américains, convaincants, ils faisaient de belles analyses, qui étaient plutôt sûrs d'eux, qui parlait de disruption, de croissance, du nouveau Tesla. Ah oui, à l'époque, c'était le nouveau Tesla. Maintenant, ça va être le nouveau Nvidia, le nouvel OpenAI, etc. Mais à l'époque, c'était le nouveau Tesla, etc. Souvent, quand c'est le nouveau de quelque chose, ça pue un peu du popotin. Résultat, j'ai investi dans une entreprise qui s'appelle Lemonade, qui ne fait pas de la limonade, mais qui propose des assurances et des services d'assistance. Je me suis fait balayer là-dessus. Je l'ai vendu. Tattoo Chef, entreprise vegan surgelée. Je me suis fait balayer, d'ailleurs l'entreprise n'est même plus cotée. Et Virgin Galactic, c'est pareil, j'ai vendu complètement ça. Je me suis fait également bien saucer là-dessus. Le point commun entre toutes ces entreprises, c'est que déjà c'était des entreprises non rentables. Elles avaient une valorisation qui était quand même assez délirante. Des multiples de chiffres d'affaires très élevés. Et aussi une dépendance, on pourrait dire, au taux bas, etc. Donc la leçon clé que je retiens là-dessus, c'est que les youtubeurs n'ont aucune responsabilité vis-à-vis de ton argent. Ils en ont rien à foutre. C'est ton pognon, c'est toi que ça regarde si jamais ça se passe pas bien. Eux, de leur côté, ils vendent des trucs, etc. Donc ça a l'air de plutôt bien se passer pour eux. Par exemple, ces mecs-là recommandaient à l'époque FTX. Mettez vos cryptos sur FTX, c'est super. Ah bah ouais, c'est super, le mec il se tire avec la caisse et puis ça fait faillite et vous vous retrouvez le nez dans le popotin du caca. Et ce que ça m'a appris aussi, c'est que d'écouter trop d'avis extérieurs qui renforcent mon sentiment, bah c'est pas bon. Surtout en période d'euphorie, c'est extrêmement dangereux. J'écoute mes tripes et je regarde ma stratégie. Si ça ne s'inscrit pas dedans, c'est au revoir. Et je m'en fous, j'ai raté cette nouvelle pépite, bulle, high-tech, machin, etc. Oui, ok, bah peut-être, mais peut-être que ça a explosé et peut-être que ça va retomber comme un soufflet et il y a des chances que tu te fasses saucer aussi là-dessus. C'est mon propre avis. L'erreur numéro 4, celle que j'ai fait aussi sur mon PA, c'est le fait de croire que le levier va te faire bien progresser en termes de performance plus vite. Exemple en date, au moment du Covid, j'investis dans le BX4. Qu'est-ce que c'est que le BX4 ? C'est un ETF qui parie contre le CAC 40 avec un effet levier x2. Donc j'achète pendant le Covid cet ETF BX4 CAC 40 inverse x2 et je me fais ratamer. Bah oui, parce qu'en fait, de manière globale, les marchés ont tendance à augmenter. Et donc là, quand tu paries à la baisse, pendant un certain moment, c'est pas un ETF que tu vas garder en fond de portefeuille, puisque tu sais que de manière globale, la bourse a tendance à croître. Même si les performances passées ne présagent pas des performances futures, c'est le cas, c'est ce qu'on a pu voir. Et donc là, j'aurais pu utiliser ce levier seulement pendant le temps du Covid et essayer de timer quelque chose que je ne maîtrise pas du tout. Non, moi je le laissais en fond de portefeuille comme ça, oui, bah on est arrivé à moins 175%. A contrario, là où franchement j'ai bien géré, mais que j'ai vendu trop tôt, c'est un ETF levier x3 sur de l'argent. L'argent, le métal précieux. C'était au moment de GameStop, MemeStock et compagnie. Et donc j'ai acheté ce truc-là. C'était de la spéculation pure et dure, hein, complètement pure et dure. Pas du tout en adéquation avec ma stratégie, mais bon, je l'ai quand même fait. J'ai fait du plus de 50% rapidement. Et puis après, ça tombait un peu. Et puis j'ai vendu. Et puis bah là maintenant je me serais bien... Ouais, je serais bien là si j'avais pas vendu aujourd'hui. Mais en réalité, vendre c'était la bonne décision. Parce que le levier, c'est un outil de trading, pas d'investissement. Bon, l'erreur numéro 5, on va passer rapidement, c'est le fait d'avoir beaucoup trop de lignes sur mon portefeuille. Je pensais diversifier, mais en réalité, en fait, je diluais mes décisions. Pendant longtemps, je pensais que ça me rendrait plus prudent. Je me disais, bah plus j'ai des actions différentes, plus ça me protège et moins je prends de risques. Sauf qu'en réalité, bah j'ai fait l'inverse. Parce que sur mon compte titre, sur DeGiro, je me suis retrouvé avec plus de 25-30 lignes. Et majoritairement concentré dans à peu près le même type d'actifs. Des actions à dividendes, des REITs à dividendes, de la tech de croissance, des paris spéculatifs et des produits à levier. On a le cocktail parfait pour une super soirée de loser
en bourse. C'était pas un portefeuille en bourse, c'était même pas une stratégie, c'était en fait comme ça une collection d'idées complètement hétéroclites qui n'ont rien à voir. Et avoir trop de lignes sur un portefeuille, c'est un véritable problème. Surtout quand tu as en fait des actions individuelles. Parce qu'in fine, t'en as tellement que tu suis plus chacune de ces entreprises, il va falloir regarder, décortiquer les bilans comptables, flux de trésorerie, etc. Ça va prendre des heures et des heures. Au final, tu fais tout très très mal. Tu réagis en retard aux mauvaises nouvelles. Tu prends des décisions à l'émotion et pas en fonction du plan que tu t'es tracé. Et chaque nouvelle ligne, en plus, augmente ta charge mentale. Résultat, en fait, tu gères beaucoup moins bien toutes tes positions. Et de manière globale, de toute façon, les études le montrent, eh bien, au-delà de 20 à 25 lignes, le gain de diversification devient quasiment nul, mais la probabilité d'erreur augmente fortement. Donc, t'es plus diversifié, t'es dilué. Et alors, je comprends bien le fait que d'avoir beaucoup de lignes de portefeuille, ça te donne l'illusion d'être actif, sophistiqué, d'être meilleur que la moyenne, sauf qu'en réalité, c'est souvent un manque de conviction et une peur de se tromper sur quelques choix forts. La diversification protège contre l'ignorance, mais la surdiversification protège surtout contre la performance. Aujourd'hui, ma règle elle est simple. Peu de lignes, une thèse claire et un cadre précis. ETF, vision long terme, portefeuille diversifié avec une allocation que je fais personnellement et que je suis en train de changer majoritairement sur mon PEA. Enfin, la sixième et dernière erreur que j'ai pu faire, c'est confondre bonne entreprise et bon prix. It's me. J'avais raison sur le business, mais tort sur l'investissement. Ça, c'est probablement l'erreur la plus subtile que j'ai pu faire, mais aussi la plus répandue. Parce que pendant longtemps, je me disais, c'est une excellente entreprise, donc c'est forcément un bon investissement. Sauf qu'en bourse, la qualité ne suffit pas. Le prix que tu payes est fondamental. Par exemple, courant 2020-2021, j'ai acheté directement ou indirectement des entreprises comme Lemonade, Virgin Galactic, Sophie Enterprise, Citrix, Cisco, etc. ou d'autres valeurs de croissance qui n'étaient pas rentables. Et sur le papier, on avait des idées qui étaient intéressantes. On avait une histoire, une narration qui était plutôt pas mal, on y croit. Et un potentiel qui était annoncé comme énorme. Sauf que ces boîtes-là, elles étaient valorisées à 50 ou 100 fois leur chiffre d'affaires. Et je te parle pas du free cash flow, puisqu'il n'y avait pas de free cash flow. Avec zéro profit, zéro cash flow, etc. Et donc il y a un moment, quand l'argent gratuit s'est arrêté, quand la fête fut finie, quand les taux ont commencé à augmenter, etc. Et bien là, ça a fait mal, mais très très mal, à ce genre de boîte. Tout simplement parce qu'il y a eu un retour à la réalité et que le prix que j'avais payé, eh bien il était beaucoup trop élevé comparé à ce qu'il aurait dû être. Alors pourquoi on tombe là-dedans en tant qu'investisseur? C'est tout simplement parce qu'on se projette dans le futur, qu'on s'attache un peu à l'histoire de la boîte, qu'on le veuille ou non, et qu'on confond admirer une entreprise et investir rationnellement. Et aussi tout simplement parce qu'on oublie une règle fondamentale qui est hyper simple, mais on l'oublie, c'est qu'une bonne entreprise n'est pas forcément un bon investissement. Peut-être pas au cours actuel, peut-être qu'elle est trop valorisée, survalorisée, etc. Parce que le prix que tu payes cette boîte est au moins tout aussi important que la qualité du business. C'est pour ça que maintenant je privilégie mon optique de ETF. C'est beaucoup plus simple. De toute façon, je sais que je n'arriverai pas à capter le 4% des actions qui surperforment un indice sur le long terme. Donc je n'essaie même plus de faire ça. Alors par contre, je garde mes gagnants, mes entreprises gagnantes. Ça peut être Vistra, Snap-on, Digital Realty Trust. Au final, tu le vois à travers toutes ces erreurs, que ce soit le fait de prendre trop de lignes, d'avoir trop de décisions, de vouloir jouer à des paris spéculatifs, de pas regarder les vrais fondamentaux, de pas regarder la valorisation de certains actifs, de prendre en compte trop d'émotions, d'ajouter de la complexité, etc. Et ben ça fait qu'au final, j'ai une performance globale sur mon compte titre ordinaire pendant très longtemps qui a été en deçà du MSCI World. Et franchement, ça m'a donné énormément de travail, tout ça pour pas grand chose. C'est pour ça que maintenant, ma stratégie c'est simple, je garde mes actions qui performent très très bien, je les garde pour l'instant, mais aussi j'ai investi dans des ETC ou ETF, si tu veux les appeler comme ça, ETC, Exchange Traded Commodities, sur l'or et de l'argent. Et je me le limite à ça. Au pire, si je veux être un peu exposé au Japon ou à l'Inde, etc., je peux rajouter des ETF. Ce n'est pas ce que je vais faire, mais en tout cas, depuis que j'investis uniquement sur mes entreprises qui performent bien, mais majoritairement sur des ETC or et argent, je me porte très très bien. Et aujourd'hui, même si j'ai encore quelques lignes qui sont en moins-value latente, mon approche, elle est complètement différente. Donc ma stratégie qui va arriver dans les prochains jours, ça va être je vais me débarrasser progressivement de certaines entreprises où je suis en moins-value latente et dont je n'ai plus aucune conviction, puisque ça ne sert aucune de mes stratégies. Parce que même si je perds, on va dire en soi, de l'argent, que je, en tout cas, j'acte des moins-values, eh bien l'argent que je vais quand même récolter, je vais pouvoir l'investir dans des ETF qui, sur le long terme, on le voit, même si les performances passées ne présagent pas
pas des performances futures, ont tendance à croître sur un horizon de temps de 10, 15, 20 ans. On a eu aucun moment de perte. Les statistiques sont en ma faveur. Donc entre faire un pari et un hypothétique choix de me dire je vais investir dans les 4% des actions qui surperforment un indice ou investir dans l'indice, bon bah j'investis dans l'indice et voilà, basta. Après je ne te cache pas que je m'autoriserai, je pense prochainement, des petits coups comme ça spéculatifs, juste pour le fun, ce qu'on appelle la fuck you money, juste pour essayer, mais en même temps, j'ai envie de construire et d'augmenter mon portefeuille long terme passif, donc tant que j'ai pas mon PEA au max par exemple, pourquoi je vais faire ces petits jeux là un petit peu débiles. J'espère que cette vidéo t'aura aidé si tu es débutant ou même plutôt avancé, j'espère que tu n'as pas fait ces erreurs, et si tu es débutant, j'espère que tu ne feras pas ces erreurs. Peut-être que tu en feras d'autres, c'est sûr, mais en tout cas tu ne feras pas celle-ci parce que tu auras vu que je les ai faites pour toi et que souvent ça se passe pas bien du tout. Voilà, donc prends bien soin de toi, prends bien soin de ton argent. Bien évidemment, je te rappelle que l'argent qu'on met en bourse, en investissement, etc., eh bien c'est comme si cet argent n'existait plus. Donc on est OK avec le fait de faire des pertes. On est OK avec le fait de faire des erreurs aussi, ça fait partie de son parcours d'investisseur. Moi maintenant, c'est pour ça que je te les enseigne là sur YouTube, parce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise exactement ce que je viens de dire. Si tu aimes cette vidéo, dis-moi toi, est-ce que tu as fait une de ces 6 erreurs ou est-ce que tu as fait d'autres erreurs? N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Si jamais tu veux récupérer ta copie de mon portefeuille 360 où tu peux faire ton allocation d'actifs, tu peux définir ta stratégie, tu peux suivre tes objectifs d'investissement et tu peux avoir la vision 360 de ton portefeuille en bourse et crypto, eh bien tu peux aller voir directement sur le premier lien qui se trouve en description. Et si tu ne le sais pas encore, eh bien j'investis plus de 1000 € par mois, majoritairement sur mon PEA. Et si tu veux découvrir ma routine d'investissement qui a changé mon PEA, eh bien ça se passe juste ici. On s'y retrouve dans 3,